Les nombreux, malgré les intempéries menaçantes. Je vais vous proposer une petite rando dans le monde de la rose. Alors n'attendez pas de ma part des conseils de culture, des conseils de choix, etc. Je vais vous emmener, survoler un peu le monde de la rose, qui est un monde très divers. Je le disais à Yvan Drieux tout à l'heure. Il y a les aspects botaniques et horticoles évidemment, mais les aspects historiques, symboliques, génétiques, chimiques, et même les sciences criminelles, parce qu'on a parfois du mal à identifier une rose, à retrouver une rose, etc. Donc on fait des recherches un peu compliquées. Donc celle-ci est là pour vous saluer. Si on avait la capacité à diffuser des parfums, vous seriez tous à genoux. C'est la rose, c'est le parfum préféré de Christiane. Et de tout le monde. Ouais, quand on parlera du parfum tout à l'heure, il y en a qui disent. Voilà, celle-ci, juste pour vous dire bonjour à la japonaise. Celle-ci prend un petit clin d'œil avec ses petites couleurs chamoisées, sympathiques. Et alors pourquoi ramener ma fraise là-dedans tout simplement parce que la rose est issue de la fraise. À un moment donné de l'évolution, un virus est intervenu sur au moins un gène de la fraise, et pouf, il y a une bifurcation qui s'est faite, et est née la rose. Alors ceci dit, ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Alors ça, c'est le fossile le plus ancien qu'on ait d'une rose, un fossile qui a été trouvé aux États-Unis, d'une rose qu'on a pu identifier depuis, et je vous en fais voir le feuillage un peu plus tard. Ce fossile a 35 millions d'années. Donc elle est parmi nous depuis bien longtemps. 35 millions d'années. La première représentation picturale qu'on en ait, c'est dans le palais de Knossos en Crète. Cette fresque, en haut à gauche, vous avez une rose, enfin, deux roses, mais il y en a une qui est encore en couleur. On reconnaît bien le feuillage. Il y a 6 pétales. Alors certains se sont osés à la dénommer. Bon, moi je ne m'aventurerai pas là-dedans. On est sûr que c'est une rose. Alors la rose, elle est chez nous depuis 35 millions d'années. Historiquement, on a plein de rapports chez les Grecs, etc. Mais les Romains ont beaucoup baigné dans la rose. Là, on a une représentation d'une fête romaine. Les Romains, au moment de leur splendeur, faisaient venir des pétales de rose à plein bateau d'Égypte. Les Romains ont affamé l'Égypte, car les Égyptiens ont diminué les cultures de céréales pour cultiver de la rose, parce que c'était un business qui marchait bien. Conséquence, ça a affamé le peuple. On dit que, j'y étais pas, donc Antoine et Cléopâtre ont passé leur nuit de noces sur un épais matelas de roses. On va. Ça fait rêver. Ça n'a pas de métal, c'est tellement après. On fait un petit bond dans le temps. Du temps des Romains, il faut quand même citer Pline l'Ancien. Ça vous dit peut-être pas quelque chose, mais il a écrit au 1er siècle de notre ère un ouvrage qui s'appelle Histoire naturelle, qui est un bouquin absolument extraordinaire. C'est un livre de sciences naturelles, il y en a certains qui doivent les connaître bien avec moi. Mais il cite, il identifie et décrit une vingtaine d'espèces de roses. Là, on fait un saut dans le temps. Le roman de la rose, tout le monde connaît le roman de la rose, personne ne l'a lu. Si. Voilà. 22 000 vers. 22 000 vers. Alors, je ne peux pas ne pas le citer parce que il a été écrit par deux poètes qui sont tous les deux du Loiret, qui est le département avec lequel on partage notre temps, Guillaume de Loris et Jean Demain. Donc c'est 22 000 vers. La première partie a été écrite par Guillaume de Loris. C'est un petit peu le style Amour courtois, c'est du XIIe siècle. Amour courtois. La deuxième partie est un petit peu plus au lait.
Bon, l'allégorie, on la connaît, c'est un monsieur qui voudrait cueillir une rose, mais elle ne se laisse pas cueillir, etc. Et puis à la fin, elle finit par se laisser cueillir. Voilà. Et là, il est devant un parterre de roses. Bon, la chrétienté, à un moment donné, parce qu'elle était longtemps fâchée avec les roses, à cause des Romains qui en avaient fait un objet de plaisir extrême, et puis bon, des représentations de saints, là, c'est la Vierge avec des rosiers, là c'est la Vierge au rosier, c'est un peintre allemand, il y en a d'autres, il y en a une très belle à Colmar. Bon, la rosace évidemment, ça c'est Reims. Alors, je disais aussi la symbolique. Bon, la rose rouge est celle à laquelle on pense assez spontanément, et sa valeur symbolique, pardon. On dit que c'est Chloris, la déesse de la rose, qui a créé la rose en transformant une nymphe morte qu'elle a trouvée sur une roche en rose. Et on dit aussi que c'est le sang d'Adonis tué et les larmes de sa chérie Aphrodite qui ont permis aux roses de se multiplier, de pousser, etc. Toute la symbolique de la rose. Alors, on pourrait la décliner, mais je vous ai dit qu'on faisait un survol. Alors, pourquoi cette passion pour la rose? Ben, c'est à cause ou grâce à Madame Lefebvre. Voilà, une rose qui s'appelle Madame Lefebvre, qui date de 1880, donc c'est pas la même. Hein. Ah, moi je crois que c'est elle. Elle a le même nom, il faut passer. Oui, et avec un B, hein, je le précise. Ah oui, c'est Madame Lefebvre avec un B. C'est une rose qu'on trouve encore. Et alors pourquoi? Parce que quand l'actuelle Madame Lefebvre, ne s'appelait pas Lefebvre, elle avait une grand-mère chez qui elle allait souvent et qui lui demandait, quand la grand-mère trouvait qu'elle était un petit peu agaçante, qu'elle était trop dans ses jupes, il disait: est-ce que tu peux aller voir au fond du jardin si mon Paul Néron sent toujours bon? Paul Néron, c'est une rose très célèbre à l'époque. Et donc voilà une représentation. Là, c'est une rose, on l'a cultivée dans un jardin en Bretagne. Et vous allez voir pourquoi elle est quand même assez célèbre. Ah, vite. Voilà, une pièce d'1 euro dedans. Je ne sais pas si vous imaginez la grosseur de la rose. Certains l'appellent la rose pigeonne. Et c'est une rose qui est encore utilisée en fleurs à couper. On évoquera tout à l'heure la question de la fleur à couper. Et donc, pour trouver cette rose, à l'époque, c'était très compliqué. Parce que c'est une rose ancienne, elle est du 19e siècle, c'était très compliqué de trouver des roses anciennes, les pépiniéristes avaient abandonné la rose ancienne. Les Anglais la cultivaient encore beaucoup. Et en France, un monsieur, Andréev, qui depuis est devenu un ami, il est décédé en 2015, c'est auprès de lui que j'ai trouvé ce Paul Néron, et on est devenu amis. Et quand on devient ami, on entre dans son jardin. Ça c'est son jardin à Pithiviers dans le Loiret. C'est un jardin absolument fabuleux. Sur 1000 mètres carrés, il y a 300-400 variétés. On s'y perd, etc. Et c'est un jardin qui vit toujours depuis son décès. J'ai fondé avec d'autres une association qui entretient son jardin. Et il est toujours entretenu. Il a été labellisé jardin remarquable il n'y a pas longtemps. C'est beau, Voilà. Un autre jardin qu'il m'a fait découvrir d'une dame, Odile Masquelier, une dame qui habite près de Lyon, la Mulatière, je ne sais plus sur quelle commune c'est, mais peu importe, c'est tout proche de Lyon, qui a beaucoup vécu aux États-Unis et qui aux États-Unis a pu rassembler énormément de variétés anciennes de roses à une époque où on ne les trouvait pas en France. Donc son jardin était très visité. Il est en train de mourir parce que cette dame vieillit, que personne parmi ses enfants ne souhaite reprendre la suite. Et c'est un jardin de, je sais pas, 6 ou 7 000 mètres carrés qui surplombe Lyon et tout. Donc on sait ce que ça va devenir, malheureusement. C'est beau, hein? Quel boulot. Et les yeux. Pardon? Ah voilà. Non mais le doigt est pas... La rose noire. Ah.
Aucun signal. Pardon. Alors, est-ce que c'est pas ça qui nous fait encore des blagues? Non, je dis. C'est beau. Alors, je sais pas si je vais... tant pis, on va en avoir sauté quelques-unes. Je prends pas le risque de reculer. Je faisais voir encore quelques jardins. Le suivant est un jardin dans le Loiret où il y a, je voulais le faire voir parce qu'il y a un rosier qui s'appelle Banks, qu'on évoquera tout à l'heure, et qui prouve bien qu'on peut le faire pousser un peu n'importe où. Ça, c'est notre jardin personnel dans le Loiret. Donc c'est deux roses qu'on aime, qui sont assez rares. La rouge, on l'a réimplantée en France, c'est une rose américaine qu'on a trouvée en Allemagne dans la plus grande roseraie qui existe au monde, où il se trouve 15 000 variétés sur les 45 000 existantes. Zangarahausen. Et l'autre est un rosier qu'on appelle grimpant sur la volière, parce que c'est un rosier qu'on a trouvé sur une volière, et qui est admirable, il est toujours, le feuillage est toujours vert, il fleurit abondamment, il refleurit, et il sent le cyclamen sauvage. Voilà, et voilà, là il se montre sur ce fond de ce rosier, quand je vous disais qu'il fleurit abondamment. Vous le voyez un petit peu là, ce grimpant sur la volière. Voilà. Et donc ça nous amène, Andrea nous a amené dans des jardins personnels et nous a conduit à en faire un aussi. Et dans le même temps, il fallait bien sûr, pour découvrir un peu à fond le monde de la rose, visiter les grandes roseraies. Donc là, celle-ci, c'est la roseraie de l'Aïe des Roses, c'est une photo de l'Aïe des Roses. C'est une roseraie qui a été fondée par un monsieur qui s'appelle Jules Gravreau, 1800, que je dise pas de bêtises, mais j'avais dit ça, 1894. C'est un monsieur, j'ai une conférence sur ce monsieur, c'est une histoire extraordinaire. C'est un monsieur qui était, il avait fait un CAP de bonneterie. Et il s'est retrouvé vendeur au bon marché, et puis de vendeur au bon marché, il s'est retrouvé quasi chef du bon marché. Toute une série d'histoires un peu compliquées, ou pas compliquées mais longues à raconter. Et à 50 ans, il a vendu toutes ses actions et il a acheté un château près de Paris, à l'Aïe des Roses, et il a créé une roseraie où il a rassemblé 8000 variétés de roses. C'est la première roseraie créée au monde. Il est à l'origine de Bagatelle, qu'on va voir ensuite. Il est à l'origine de Zangarahausen, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est de 1903 ou 6. Voilà, ça c'est la chose phare de l'Aïe des Roses, ce fameux dôme qui est couvert. Alors, il a été restauré il n'y a pas longtemps, ce dôme. Avant qu'il soit restauré, c'est le même rosier, ce rosier rouge, qui est une obtention orléanaise, Alexandre Giraud. C'est une masse rose au moment de la floraison. Voilà, ça c'est Bagatelle. Bagatelle, donc fondée en 1906, 1906, et où Jules Gravreau a donné plein de variétés pour Jules Gravreau, le fondateur de l'Aïe des Roses, a donné plein de variétés pour créer Bagatelle. Bagatelle, si vous avez 2 secondes un jour à Paris, vous allez à l'Aïe des Roses, c'est au sud de Paris, entre Orly et Paris, à côté de Rungis. Mais Bagatelle, il faut absolument y aller, parce que c'est un parc absolument fabuleux. J'ai fait une conférence sur Bagatelle, il n'y a pas que la roseraie, je peux vous dire qu'il y a plein d'autres choses. Bon, on va recommencer. Ça marche plus. Il y a des problèmes. De la souris, c'est peut-être plus facile qu'avec ce truc de vis. Là, c'est proche de chez nous, c'est le parc Cervantes à Barcelone. 1924-26. Quand vous avez 2 secondes, pareil, vous avez fait un petit tour à Barcelone. C'est en plein dans Barcelone, c'est sur cette grande avenue, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais interminable. Pardon ?
Non, 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 c'est pas sur la renverse. Diagonale. C'est transversale à la renverse. Diagonale. Diagonale. Oui, une diagonale, voilà, je ne sais plus laquelle, voilà, l'avenue de la diagonale. Oui, diagonale. Pardon? Cervantes. Le parc Cervantes, dont le dessin initial a été fait par, j'oserais pas dire le paysagiste, parce qu'il était polytechnicien cet homme, par celui qui a créé, quoi, mené les travaux de la création de Bagatelle. On s'aperçoit qu'on est dans un monde... Alors, quand on a pris connaissance avec le monde de la rose, on a visité les roseraies, on a envie d'aller un petit peu plus loin, et le départ, il se fait toujours par, c'est mon point de vue, par la rose sauvage. Nos roses actuelles, les roses modernes, les roses contemporaines, sont toutes issues de roses sauvages. Des roses sauvages, il y en a, on se bagarre un petit peu, on va dire pour être large, entre 150 et 180 espèces différentes de par le monde. Elles sont toutes issues, parce que maintenant c'est tout réparti géographiquement, elles sont toutes issues de l'hémisphère nord. Pourquoi, comment, j'en sais rien. L'hypothèse la plus souvent évoquée, c'est qu'à un moment donné, les plaques tectoniques se sont séparées, que des plaques tectoniques se sont séparées, et celle où il y avait le plus de rosiers est partie faire l'hémisphère nord, et donc elles sont toutes sur l'hémisphère nord. Mais à l'origine, il n'existe aucune espèce sauvage sur l'hémisphère sud, sauf que depuis, il s'en est planté, etc. Alors, quand on parle de roses sauvages, on va surtout parler des européennes, mais pas uniquement des européennes. Parce qu'on va évoquer les chinoises, car les chinoises ont eu un rôle important. Ça, c'est la nôtre, c'est Gallica. Gallica, c'est la rose de Gaulle. On la trouve encore assez aisément dans des petites stations, mais on n'indique pas ces stations parce qu'elle est protégée. Et ça, c'est une de ses cousines, mais c'est une espèce sauvage aussi, c'est Gallica versicolor. C'est d'elle que sont issues toutes les roses panachées. Dans toutes les roses panachées, il y a des gènes de ce rosier. Celui-ci, vous ne pouvez pas être indifférent, on le trouve sur la vallée d'Aisne, etc. C'est Rosa pyrénéica, la rose des Pyrénées. Alors, on est toujours à fleurs simples, 5 pétales. Il y a un rosier, une espèce qui a 4 pétales, c'est celle dont les aiguillons sont là, c'est la seule. Sinon, c'est minimum 5 pétales. Celle-ci, on la trouve aussi beaucoup sur le plateau Cerdan, c'est Pimpinellifolia. Pimpinellifolia, pourquoi Pimpinellifolia? Si vous regardez le feuillage, vous verrez que le feuillage est un petit peu, ressemble un peu au feuillage de la pimprenelle. C'est pour ça qu'on l'appelle pimprenelle. Elle est très élégante, elle est magnifique, et elle fait des fruits extraordinaires, on verra des fruits tout à l'heure. Alors, elle est marrante parce qu'ici, on la trouve dans le plateau Cerdan, je n'en ai jamais vu sur le rivage, et sur le rivage breton, on la trouve dans le sable, dans la plage, sur le sable. Ah, mais j'ai compris. Alors, celle-ci, c'est une espèce sauvage aussi, qui elle est originaire de Chine, donc on va parler un peu de la Chine. C'est une espèce à laquelle Jean-Pierre Baillot est très attaché, car je lui en ai vu passer un pied. Et je lui ai demandé comment il se porte, il dit c'est une saloperie ton truc. Je l'ai arraché, il me bouffait tout, il me bouffait tout, il me bouffait tout. Il faisait crever mon citronnier, il faisait crever, etc. Donc il y a des roses qui savent se tenir ici. Celle-ci, elle s'appelle Rosa bracteata, c'est je crois ma rose préférée. Elle est vraiment très 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 belle. Alors elle vient de Chine, pourquoi elle vient de Chine? Alors, on a commencé à se mélanger les rosiers, les espèces sauvages, avec la route de la soie, avec les croisades, avec les grandes découvertes. Et donc, assez rapidement, les roses qui vivaient à l'Extrême-Orient, ou même en Asie mineure, au Moyen-Orient, quand on parle des croisades, sont venus chez nous et ont permis de commencer à faire des hybridations. Voilà, une très belle chinoise, elle s'appelle Moyesi.
On aperçoit simplement quelques petites poussières sur le côté, sur l'extrême droite. Ces étamines sont tellement chargées de pollen que dès qu'on les bouge un petit peu, c'est de la poussière d'or qui s'en va. Retenez-la parce que tout à l'heure, je vous parlerai d'un rosier, d'un obtenteur de l'autre côté de la frontière qui a fait son rosier qui a fait cette création à partir de ce rosier. Alors celui-ci, vous le connaissez forcément, ici, c'est un rosier de Chine aussi, Banks. Celui-là, c'est Banksia lutea. Vous allez reconnaître où il est. Là, c'est sur l'avenue. Un petit casotte de jardin sur le bord de l'avenue, hein, en allant à Carrefour. Et donc vous avez Banksia lutea et Banksia alba. Il fleurit entre Noël et Nouvel An et reste en fleurs pendant un mois et demi. Et après, il a un feuillage qui reste persistant tout le temps. Voilà, comment s'étonner qu'il soit très fleuri quand on voit là simplement en bouton ce que ça donne, ce qui s'appelle être couvert de boutons. C'est un rosier fabuleux, extrêmement robuste. Marina, qui n'est pas là, le cultive. Et son voisin trouve qu'il est envahissant. Alors celle-ci, elle est chez nous, là autour du Céris, un peu partout. On en reparlera à plusieurs reprises. Et c'est Saint-Père-Virens. Saint-Père-Virens, ça signifie, Rosa Saint-Père-Virens, ça signifie simplement qu'elle est toujours verte. Donc elle ne perd jamais son feuillage. Et vous avez les 5 pétales habituels, hein, un peu cordiformes, et vous avez des étamines absolument fabuleuses. Un petit parfum qui n'est pas flagrant. Ah pardon, je suis passé trop vite là. Tant pis, comme on la reverra. C'est l'un de ses rares descendants à ce rosier. Autour du Céris, on le trouve, je vais compter, au moins 3 endroits, je le vois. Un premier avant un pont, un peu plus loin, et puis en revenant avant d'arriver sur les immeubles. Là, et il pousse toujours là où il y a un peu d'humidité. Et il se propage parce qu'on comprend bien le circuit, c'est que les fruits sont ramassés, tombent, la pluie tombe, l'eau s'écoule, etc. Et puis les fruits s'arrêtent à tel endroit, et puis ça germe, et puis ça pousse, etc. Et il grimpe dans les arbres sans se gêner. Et celui-ci se comporte un peu comme lui. C'est un rosier qui s'appelle Félicité perpétue qu'on a cultivé en Bretagne. Alors on a fait un petit tour parmi les roses sauvages, des européennes puis des chinoises. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu ou de visiter l'évolution de la rose. Alors, chez nous, voilà, si je ne mets pas mon doigt, il faut, voilà. Chez nous, ce sont les galliques, les roses galliques, qui ont eu une extrême vogue au moment où ils ont été créés, c'est-à-dire milieu du 19e siècle, quoi, fin 18e et surtout première moitié du 19e, à partir du rosier gallica, du rosa gallica qu'on a vu tout à l'heure, et il y en a eu des milliers de variétés. Parce que à partir du moment où il y avait un pétale qui n'avait pas la même forme que le précédent, déjà une nouvelle variété, etc. Ceci dit, il y a des trucs sympathiques. En plus, les noms ils sont assez charmants. Celle-ci, elle s'appelle Emma Bami. C'est quand même pas mal comme nom rose. Celle-ci s'appelle Manette. Alors, pareil, s'il y avait le parfum, hein, je vous dis pas, c'est renversant. Les roses anciennes, ça fait partie des roses anciennes, les roses anciennes ont cette particularité d'être toutes parfumées, très parfumées, et par ailleurs très résistantes aux maladies. Elles sont jamais malades, ces roses. Et c'est pour ça que les obtenteurs commencent à se dire mais il faudrait peut-être qu'on les réutilise un petit peu. Et on leur reproche quelque chose que moi je ne leur reproche jamais, on leur reproche de ne pas être remontantes.
mais qui reproche à une pivoine de ne pas fleurir 12 mois sur 12, qui reproche à un oranger de ne pas donner des oranges 12 mois sur 12. Donc elles fleurissent pendant 1 à 2 mois, mais elles ont des périodes de floraison qui s'étalent dans le temps, donc on peut en profiter dans son jardin pendant 2 à 3 mois. Une célébrissime parmi ces roses galliques, c'est Charles de Mills. Alors pourquoi elle s'appelle Charles de Mills, ça personne ne le sait. Elle a un autre nom qui est un peu moins poétique, Bizarre Triomphant. Pareil, pourquoi on pourrait l'expliquer, mais on y passerait plus que la soirée. Voilà, ça c'est beauté sans flatterie. On la sent très humble. Alors c'est une de mes chéries. Quand on me demande les roses que je préfère, j'hésite toujours entre Bracteata, qu'on a vu tout à l'heure et qu'on reverra vers la fin, et celle-ci qui s'appelle en plus La Belle Sultane. Et on lui a donné son nom, semble-t-il, parce que c'était une sultane, était une amie de Joséphine de Beauharnais, dont on parlera tout à l'heure. Alors, quand on aime, on ne compte pas aller en photographie sous tous les sens. Et je ne vous dis pas, là, je pourrais en mettre 20 de la sultane, y compris des gros plans. La grosse caractéristique que vous reconnaissez, hein, c'est ces étamines absolument fabuleuses, cette organisation des pétales, c'est du froufrou, moi je trouve que c'est très sensuel. Le bouton aussi est admirablement bien dessiné. Alors celui-là, là, je vous demanderai de faire un petit peu de silence. C'est le cardinal Richelieu. Et le cardinal Richelieu, il arrive dans le jardin qu'on le plante. Ah zut, je suis désolé. Si, c'est grave. Si, c'est grave, c'est très grave. Mais tant pis. Celle que j'ai sautée, c'est cuisse de nymphe. Sauter cuisse de nymphe. Non, voilà. C'est grave. Ça se fait pas. Tout un programme. Et donc, quand vous mettez l'une à côté de l'autre, cardinal de Richelieu et cuisse de nymphe, vous imaginez ce qui se passe dans le jardin. On n'ose pas imaginer. C'est une folie. Moi, je viens que le lendemain matin quand tout s'est calmé. Oui, il ne faut pas prendre de risques. Et ça, c'est une qui a donné naissance à cuisse de nymphe. Et la cuisse de nymphe, elle a une sœur qui s'appelle cuisse de nymphe émue. C'est peut-être après. La descendance du cardinal. Ça, c'est une rose qu'on appelle chapeau de Napoléon. Bon, elle a un nom plus scientifique. On l'appelle chapeau de Napoléon parce que son bouton un peu déployé fait penser, si on est sympa, à un chapeau de Napoléon. N'oublions pas qu'on est en 1800 et quelques, Joséphine de Beauharnais, etc. Donc, pouf, tout ce qu'il pouvait. J'imagine que l'obtenteur se dit tiens, je vais l'appeler chapeau de Napoléon, peut-être qu'il va être content. Là, on commence à être dans des choses de plus en plus sophistiquées. Agrandi, très terrible. C'est un rosier fabuleux, ça celui-ci, il faut absolument l'avoir, c'est Jacques Cartier. Jacques Cartier est un rosier très élégant, qui remonte un petit peu, qui a un parfum fabuleux et dont le bouton est hyper bien organisé. Là, elle est assez épanouie. Quand elle est moins épanouie, il y a vraiment 4 quartiers. C'est un jeu de mots avec son nom, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Mais bon, quand Jean-Pierre m'a demandé comment on appelle ta conférence, je lui ai dit oh, que de belles roses. Je me suis dit, mais attends, c'est un pléonasme, belle et rose. Désolé, rose égale belle, ou, voilà. Voilà, ça. Oh, zut. Bon. Ah non, c'est bon. Il s'agit de Madame Hardy. Sa particularité, c'est ce blanc rosé. Quand elle est complètement épanouie, elle est blanche. Là, je l'ai après. Voilà. Quand elle est complètement épanouie, elle est plus blanche. Sa particularité, c'est d'avoir ce petit cœur vert qui est un reste par en dessous des sépales.
Hein, au début, la rose, on le dira un peu plus tard, la rose n'est faite que de pétales qui sont tous verts, qui sont tous pleins de chlorophylle. Et puis à un moment donné, la chlorophylle disparaît de certains pour se laisser envahir par la couleur, et il reste en dessous quelques pétales qui n'ont pas viré et qu'on appelle sépales. Et ça, c'est un petit reste par le cœur de la rose. Oh là là. Et j'ose pas aller en arrière parce que tout à l'heure avec Jean-Pierre on a essayé et on n'y arrivait pas. Oui, Oui, au moins. C'est dommage. Ah, c'est beau ça. Voilà. Ouais, donc, On revient, ça fonctionne. voilà. C'est de plus en plus élaboré. Yolande d'Aragon, juste là-bas, de l'autre côté de la frontière. Bon, si, alors, ça, celle-ci, c'est pareil, elle a donné naissance à beaucoup de roses parfumées parce qu'elle a la particularité de porter un parfum particulièrement puissant et surtout qu'elle a la capacité de transmettre parce que c'est comme dans tout le monde vivant, vous pouvez avoir une qualité physique donnée, vous êtes incapable de transmettre pour un tas de raisons qu'on ne va pas expliquer. Le comte de Chambord a la particularité de savoir bien transmettre son parfum. Là, c'est une rose qu'on aime beaucoup aussi, lors d'Avoue. Bon, c'est à la tombée de la nuit, donc il y a un petit effet lumière, ciel, etc. C'est une rose qui grimpe, vous la mettez au pied d'un arbre, et on l'avait plantée en Bretagne dans un cerisier. On ne pouvait plus ramasser des cerises. Et on lui reproche à lui aussi de ne pas être remontant, mais là on est un petit peu dans l'aboutissement des roses anciennes, pas tout à fait, mais quand même en partie. C'est une rose très célèbre, à laquelle on est très attaché parce que j'avais été incapable de l'identifier, et c'est cet ami que j'évoquais tout à l'heure, Andreev, qui en venant chez nous une première fois dit « Ah mais ça c'est Baronne Prévost !» « Ah bah oui, bien sûr que c'est Baronne Prévost. Voilà. » Et Baronne Prévost est une rose ancienne très, très célèbre, et en plus c'est dans un des jardins qu'on a cultivé en Bretagne, donc on l'aime bien pour ça. Pour une petite respiration, après toutes ces belles roses, en voilà d'autres mais qui sont carrément modernes. Je les ai tout simplement mises un petit peu pour le côté rigolo, d'autant que celle-ci, elle porte un nom absolument super. Il n'y a que les Américains qui savent faire ça. C'est une création américaine, mais contemporaine. Hein. Ketchup and mustard. Alors là, Voilà. Moins poétique que je donne. c'est bien américain, hein, ça. Voilà. Celle-ci, c'est Double Delight. Ça a été très à la mode à un moment, ça cherche à revenir un petit peu, ces tons bicolores un peu mélangés. Double Delight. La suivante, c'est simplement pour la photo. Voilà, c'est pour le plaisir de la photo. C'est un Banks en Bretagne, à Rennes, avec un lilas. Je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble, et les périodes de floraison aussi, donc ça tombe tout à fait bien. Alors, on a déjà pas mal parlé de fleurs, et on va continuer à en parler, mais la rose, ce n'est pas que de la fleur, parce que c'est d'abord une plante, c'est d'abord un rosier, et ça fait des belles fleurs, mais ça fait aussi des beaux fruits. Il y a des roses qui sont tout à fait intéressantes pour leur fructification, et qu'il faut savoir conserver. Quand vous avez ça, un rosier qui est couvert de cette fructification, c'est absolument étonnant, et ça vous reste pendant facilement 2 mois, entre novembre, décembre, et en plus ça fait un bon casse-croûte pour les oiseaux, et puis c'est de là qu'on prélève le gratu. C'est là, voilà, la pulpe à l'intérieur du cynorhodon, qu'on appelle, et qui nous arrivait de défaire et d'en mettre dans le cou des copains ou des copines. Écoutez-moi les copines après.
Ça, c'est une fructification magnifique. Voilà, il y a un fruit, on a vu, il y a des couleurs, des formes différentes. Les couleurs, là, un noir. Ce noir, c'est le fruit de Pimpinellifolia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on trouve beaucoup sur le plateau Cerdan, qui est très blanc. Et il fait un fruit noir. Ce qui n'est pas interdit, bien sûr. Le suivant, ça c'est un fruit de rugosa. C'est parmi les plus gros fruits. On peut les manger, on peut les croquer dedans. C'est des petites tomates. Et je vous assure que c'est bon, c'est bourré de vitamine C. Et c'est agréable dans le jardin. Vous passez, il ne faut pas traiter. Hein. Mais bon, on ne traite plus maintenant. Et là, c'est mêlé avec une salvia patins, une sauge, qui va bien à la couleur. Voilà, rouge, noir, jaune, piriforme, plein de formes et plein de couleurs. C'est un beau décor. On parlait c'est aussi des feuillages. Les rosiers non remontants, les galliques dont on parlait tout à l'heure, auxquels on reproche d'être non remontants, ont la particularité d'avoir des belles fructifications et surtout à l'automne de très beaux feuillages. Des feuillages d'automne, comme n'importe quel autre arbuste. Et donc, quand on sait bien l'utiliser dans un décor de massif, etc., on sait en profiter au moment de la floraison, mais on sait en profiter aussi au moment des feuilles. Enfin, alors ça, c'est un rosier sauvage, palustris, celui dont je vous ai montré le fossile tout à l'heure, qu'on trouve toujours. Et qui, alors c'est pareil, il a une décoloration à l'automne qui est absolument fabuleuse. En voilà qui, automne ou pas automne, il est toujours comme ça, rouge. On voit bien les pédoncules là, très rouges. On l'appelle rubrifolia. Alors c'est des fleurs, c'est des fruits, c'est des feuillages, c'est aussi des aiguillons. Car la rose n'a pas d'épines. Et la différence entre l'épine et l'aiguillon, vous la connaissez tous. On va la rappeler quand même. Voilà. L'épine sort directement du bois. Elle fait partie du bois. Et l'aiguillon est sur la peau, uniquement la peau du rosier. Et donc un aiguillon de rosier, vous en avez une photo là, ils sont énormes. Vous le basculez et vous le détachez facilement. Une épine d'un acacia, oui toujours si vous ne coupez pas le bois, vous n'aurez pas d'épine. Oui, en tout cas, donc quand on dit les roses sans épines, etc., ben non, elles sont sans épines, puisque ce ne sont que des aiguillons. Et il y a quelques variétés de rosiers qui sont, on dit acaules, non, même pas d'aiguillons, il y en a très peu. Alors celle-ci a des aiguillons assez particuliers. C'est une rose qu'on appelle mousseuse. Je suis désolé. J'aurais dû couper mon téléphone. C'est pas correct ce que j'ai fait là. Non, c'est rien. Mais ça fait rien, si. Bon, il veut pas se taire. Désolé. Celle-ci, c'est une rose mousseuse. Quand vous passez vos doigts dedans, car on peut passer ses doigts dedans, et vous sentez, ça sent entre l'encaustique et l'essence de térébenthine, sans que ce soit désagréable. C'est vraiment une odeur très agréable. Et dans les feuillages qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des feuillages, on parle du parfum de la fleur, il y a des feuillages qui sont très parfumés. Il y en a une qui s'appelle Pomifera. Eh ben, quand vous prenez le feuillage du français, vous avez la pomme acidulée, c'est de la Granny Smith que vous sentez. Alors, on a pas mal périgriné, oui, il va se calmer. C'est un truc, c'est spam, etc. On a pas mal périgriné et on a plusieurs fois évoqué Joséphine de Beauharnais, la première femme de Napoléon. Sa seconde, Marie-Louise, a aussi sa rose. Parce que bon, il fallait bien continuer à lui faire plaisir. Je ne parle pas de Joséphine, Marie-Louise, mais Napoléon. Joséphine de Beauharnais qui a joué un rôle très important. L'explosion de la rose, au moins en Europe en tout cas, c'est Joséphine de Beauharnais.
on est au début du 19e. C'est à la Malmaison qu'elle a déployé toute cette... Elle était passionnée de végétal, de botanique, et même de nature en général, mais très portée sur le végétal, sur les plantes, etc. Et à la Malmaison, elle a souhaité rassembler un maximum de roses. Elle a envoyé de par le monde entier des botanistes pour qu'ils aillent chercher ceci, cela, etc. Elle a sollicité un monsieur qui s'appelle Dessemet, sûr de pas le... Voilà. Monsieur Dessemet, qui a créé une rose qu'il a appelée Joséphine de Beauharnais, évidemment. Mais l'intérêt, en dehors du fait qu'elle s'appelle Joséphine de Beauharnais, c'est que c'est la première hybridation manuelle. Les hybridations qui se faisaient avant, c'était le fait du hasard, les insectes, où on s'amusait à secouer les roses les unes à côté des autres en disant ça va tous se mélanger, etc. Et en fait, on récoltait les fruits et on semait. Et à l'époque, les rosieristes, on ne les appelait pas des hybrideurs, comme on les appelle maintenant, on les appelait des semeurs. C'est-à-dire qu'ils récoltaient les fruits, donc ils extrayaient les graines, pardon, ils semaient, puis ils voyaient ce qui venait. À l'époque, alors, il venait un rosier dont la mère était comme ci, le rosier qui est né de la graine, il avait un pétale de plus, donc j'en ai une nouvelle, etc. Bon, c'est devenu un petit peu plus compliqué là maintenant. Elle a aussi fait bosser quelqu'un que vous connaissez forcément, Redouté. Les velins de Redouté, ça vous dit quelque chose, j'imagine. Les velins, c'est de la peau de fœtus de veau sur laquelle on faisait des aquarelles. Et Redouté a représenté 70 roses à la demande de Joséphine, mais il a peint les orchidées, les raisins, et toute une série de velins sur les différents cépages. Il y a un livre qui a été réédité il n'y a pas longtemps, les différents cépages de roses. Alors, vous avez le pied, vous avez la feuille et vous avez la grappe, on l'appelait le Raphaël des fleurs, et c'est pas immérité. Elle a favorisé l'arrivée et la diffusion en France des rostés, qu'on appelle aujourd'hui les rostés. C'est quoi les rostés? Pourquoi on les appelle? Celle-ci s'appelle The Bride, la mariée, quoi. C'est vrai que elle est blanche. Pourquoi on les appelle rostés? Parce qu'à l'origine, elles venaient de Chine. Après ça, on s'est mis à les hybrider ici sur place. Elles venaient de Chine, et elles venaient notamment d'un comptoir de Canton, près de Canton, où il y avait une immense... de Canton, à côté duquel comptoir, il y avait une immense pépinière qui s'appelait Fati. En chinois, elle s'appelait Fati. Et donc, donc on les a appelées thé. Beaucoup de gens disent qu'elles ont l'odeur de thé, c'est complètement faux. N'importe qui consomme du thé, et en plus, l'odeur de thé, ça ne veut rien dire, parce que vous avez des thés qui sentent plein de choses différentes. Et ce sont des roses extrêmement élégantes, qui poussent sur des tiges assez graciles, un petit peu faiblard, mais en bouquet, c'est des choses magnifiques. Celle-ci porte un nom vraiment sympathique, ça s'appelle Souvenir d'un ami, donc c'est une obtention française. La suivante, ceux qui veulent la cultiver le peuvent. Ici, j'en connais en plusieurs endroits, sur Perpignan, elle s'appelle Archiduc Joseph. C'est une tuerie en parfum, une tuerie en floraison, et elle supporte bien le climat, sauf qu'il faut savoir la tailler pour laisser les branches assez larges, pour éviter que les branches se croisent trop quand il fait du vent, car si elles se croisent trop, les fleurs aussi s'égratignent les unes les autres, et les abîment. Il y a quelqu'un dans la salle, Jean-Pierre Baillot, là, qui taille son rosier comme on taille une vigne, donc c'est très très ouvert, ce qui permet en plus à l'air de bien circuler, donc c'est une prévention de l'oïdium, mais ça permet aussi, ça protège les fleurs des effets négatifs du vent.
Ah bon, ça c'est une rose rigolote aussi. Elle s'appelle Monsieur de Morand. On l'a ramenée en France, elle est originaire de France, on l'a ramenée d'Allemagne, notre ami Andreev qui l'a diffusée dans son commerce. Et un jour, là, quand je parlais de sciences criminelles tout à l'heure, un jour quelqu'un dit mais c'est pas Monsieur de Morand. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Partout elle est marquée Monsieur de Morand, etc. Eh ben oui. Mais quand je vais trouver le catalogue de son obtenteur, celui qui l'a obtenu, il l'a décrit, il n'a pas mieux placé pour décrire sa rose que celui qui l'a obtenu, et il l'a décrit rouge cerise. Donc, il y a peut-être des variétés de cerises comme ça, mais je ne connais pas trop. Donc, on continue à l'appeler Monsieur de Morand, mais on sait que c'est pas Monsieur de Morand. Voilà. Peut-être qu'un jour, on le saura. Ça c'est une chose que j'adore. Elle est très photogénique. C'est Maréchal Niel. On peut faire plein de choses rigolotes avec. Je vais arrêter, mais on pourrait la décliner tant qu'on veut. Maréchal Niel, elle est à Banyuls. La tombe qu'il y a juste avant le tunnel qu'on prend des écoles pour aller vers Carrefour. Il y a sur le côté un rosier, c'est Maréchal Niel. Il fleurit. Là, en ce moment, il est un peu au calme, mais il fleurit énormément. Et il y a des gens qui le taillent un peu, il est un peu entretenu. C'est un rosier qui fait partie de ceux qu'on aime beaucoup. Un premier grand boom pour faire évoluer le monde de la rose en France et en Europe. Le deuxième grand boom, il est français, mais après ça, il est carrément mondial. C'est l'obtention de cette rose qui s'appelle la France. Alors, la France, c'est... je parle tellement sur mes notes que j'ai perdu le fil. La France est un hybride, c'est le premier hybride de thé. Alors un hybride de thé, c'est quoi? C'est des roses qu'on obtient avec ces thés dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont l'inconvénient d'avoir des tiges assez graciles, donc un peu fragiles et tout, qu'on hybride avec des hybrides remontants du genre Monsieur de Morand, etc. Et on gagne en diversité de couleurs, de parfums grâce au thé de Chine, et on gagne en tenue avec les hybrides remontants, surtout d'origine française. Et donc ça, c'est le premier hybride de thé qui a été obtenu par un monsieur qui s'appelait Guillot, un Lyonnais. Il y a un quartier à Lyon qui s'appelle la Guillotière. C'était un quartier où il n'y avait que des rosiéristes, et qui a maintenant été livré à l'activité immobilière, on va dire. Il est encore cultivé. Le voilà. Une belle rose. Alors, on avait perdu de ses qualités végétatives parce qu'il avait été tellement multiplié qu'il s'affaiblissait et tout. Et un jour, un ami lyonnais qui était prof à l'université de Lyon, de bio, je ne sais plus quoi, l'a fait reproduire in vitro, et elle a pu repartir avec ses gènes d'origine en étant un peu plus costaud. Donc on la trouve plus facilement. Et elle a permis, je fais un saut dans le temps, on reviendra en arrière après, mais elle est, sans le savoir, à l'origine du troisième gros boom de notre histoire quand on veut survoler le monde de la rose. Alors, je reviens un petit coup. Ah voilà, si, c'est bon. La France, non. La France dont je vous parlais là à l'instant a pour origine donc la Chine et on va dire la France des hybrides remontants. Et de Chine, la rose de base en Chine, qui est une rose presque sauvage, que nous on appelle All Blush, que les Chinois appellent rose de tous les mois, c'est-à-dire qu'elle fleurit sans arrêt.
Et si vous faites attention au 1 rue des Orangers, c'est là que j'ai pris la photo, au 1 rue des Orangers, vous avez 2-3 rosiers, vous avez des fleurs pratiquement 12 mois sur 12. Alors il y en a plus ou moins, mais il y en a tout le temps. Elle est assez élégante. On reconnaît la parenté quand on comprend ce qu'elle a pu apporter à la France, dont je vous parlais tout à l'heure, ou même à l'instant. Alors, c'est ça qui a donné, quoi. C'est ça qui a permis, c'est Hall Blush qui a permis de travailler sur le génome de la rose. Alors on ne va pas s'attarder sur le génome de la rose, surtout qu'il y en a qui pourraient m'apporter la contradiction très vite et très facilement. Le génome de la rose a été découvert ou mis au point, parce que c'est un travail de longue haleine, en 2018, donc c'est très récent, après 8 à 10 années de travaux, une cinquantaine de scientifiques, essentiellement français, mais pas exclusivement. Il y avait un japonais, il y avait des Canadiens et des Allemands. Ils ont décrit le génome. Ça ne veut pas dire qu'on a tout expliqué. Donc la rose fonctionne sur 7 chromosomes qui sont reproduits 2 fois, 3 fois, donc ils sont triploïdes, quadruploïdes, etc. Tétraploïdes, pardon. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dénombré les gènes. On en a dénombré un peu plus de 30 000. Chez nous, il y en a 20 000. Donc elle est assez riche en gènes. Ça va permettre énormément de progrès, même si on n'a pas encore tout compris de ce qui se passe dans le monde de la rose, parce qu'on n'a pas découvert encore le rôle de tous les gènes. On a découvert le rôle de certains sur le parfum, sur la résistance aux maladies, sur l'architecture, et un peu sur la couleur. Et ça, c'est une rose complètement loupée, hein, je l'appelle Rosa arachnea. Voilà, on s'amuse un petit peu. Je vous ai dit au début que Saint-Père-Virins avait donné naissance à un rosier tout fleuri, Félicité et Perpétue. Le revoilà, là, pris en contre-plongée. Donc c'est un descendant du Saint-Père-Virins qu'on voit partout autour de nous. Voilà. Quand on aime bien, on les prend en photo sans arrêt, dans tous les sens, etc. Je ne suis même pas capable de dire quelle est cette rose, mais peu importe, elle est sympa. Je pense que c'est un albérite barbier, mais je ne suis pas sûr. Hein, ouais, c'est ça. Voilà, donc une petite série née après le boom apporté par Joséphine, par les hybrides dotés grâce à la France. Donc là, on n'en finirait pas, on est au 19e siècle. Le 19e siècle, en France et en Europe, c'est le siècle de l'horticulture. Et donc, notamment, l'explosion de la rose. Celle-ci, elle s'appelle, elle est très connue, le monsieur est très connu, c'est l'abbé Bramrel. Je ne sais pas qui c'est quand on pourrait être chaud le savoir, mais peu importe. Mais bon, elle est sympa, on ne la trouve pas partout. Ça, c'est Madame Pierre Auger. C'est une photo que j'ai prise au bout du musée du Prado, à Madrid. Ça, c'est la reine Victoria. La reine Victoria, c'est une variété qui a été dédiée à la reine Victoria, qui a rendu une visite en France. C'était la première visite d'un souverain ou d'une souveraine britannique, après des siècles de brouille entre la France et l'Angleterre, pardon. Et donc tout le monde a voulu fêter l'événement. Alors, pour obtenir toutes ces roses, il faut, on l'a compris, passer par la création et donc par l'hybridation. Depuis des semées, du temps de Joséphine, on hybride manuellement. Alors, très sommairement, c'est un dessin qui est de ma main, donc il n'est pas spécialement élégant, mais j'essaie d'expliquer les choses. Vous avez les pétales de couleur, là, vous voyez bien. Les sépales en dessous, c'est-à-dire les pétales qui ne se sont pas colorés, qui ont gardé leur chlorophylle.
et surtout les deux organes sexuels de la rose, car elle est comme les escargots. Donc d'un côté les étamines, avec le filet qui supporte les anthères. Les anthères, c'est le pollen, et dans le pollen, c'est les gamètes mâles. Et au centre, vous avez ce qu'on appelle le pistil, qui est composé, et tout ça est contenu dans le calice, qui va, dans le cadre de la fécondation des ovaires, produire des graines et produire le fruit. Alors, comment ça se passe? Le dessin suivant est pas terrible, la photo est pas terrible, mais bon. Quand on veut faire une hybridation, je commence par couper les étamines d'un rosier pour mettre le pollen de côté et ne laisser que l'organe femelle à la rose. Je mets un petit chapeau dessus pour éviter que des insectes viennent se balader sur les stigmates du pistil et viennent la féconder. Parce que je veux une fécondation maîtrisée, je veux que ça soit fécondé par telle variété. Et donc quand le pollen que j'ai récolté au bout des étamines, on pose les étamines dans une petite boîte et puis le pollen sort assez rapidement, au bout de 24 ou 48 heures. Et dans le même temps, quand on a coupé les étamines autour du pistil, les stigmates en haut se couvrent d'une espèce de petite glaire et on pose le pollen dessus et la petite glaire accroche les grains de pollen et les gamètes mâles descendent vers les ovaires. Et quand ça se passe bien, quand il y a fécondation, ça nous fait un fruit mûr dont on va extraire les graines. Et les graines, on va les semer, et les semis va nous donner une nouvelle variété. Donc les variétés, pendant longtemps, les rosiéristes, on les appelait semeurs, savaient dire quelle était la mère, mais ne savaient pas dire quel était le père, parce que c'était deux pères inconnus, c'est pas le facteur, mais on laissait faire la nature, les insectes, le vent, etc. Voilà. On voit un petit peu le geste là, dans la boîte, vous avez le pollen qui a été... Et là, donc, on voit bien les étamines qui ont été retirées. Et avec un pinceau, on pose le pollen dessus. Mais mes enfants, quand je faisais ça, m'appelaient le maire des roses. Parce que je mariais les roses. Voilà. Et ça, c'est... Intéressant, c'est un rosier que j'ai obtenu, qui a eu une certaine renommée. Le professeur Christian Cabrol, il s'appelle. Et donc, c'est sa première floraison, en 93. C'est sa première floraison. Donc, j'avais la mère à côté qui est blanche, et le père. Et il est... Bon, on a observé, c'est un peu les lois de Mendel qui nous aident aussi à le dire. La mère apporte la robustesse, la résistance aux maladies, le port, et le père apporte tout ce qui fait l'élégance. Désolé, c'est comme chez les oiseaux, tout ce qui fait l'élégance, le parfum, la couleur, notamment. Et là, on voit bien que le porc, c'est un petit rosier grimpant, il s'appelle Francis Lester, Sir Francis Lester. Donc c'est un petit rosier grimpant, etc. Donc c'est un petit peu le porc de ce rosier, et la couleur, c'est bien la couleur du père. Alors, il s'appelle Christian Cabrol parce qu'il se trouve que Christian Cabrol est venu nous rencontrer à cette époque-là, et je lui fais voir comme ça, ou c'est lui qui l'a vu, il me dit c'est quoi cette rose alors, et puis il prend un pétale dans sa main, il me dit c'est incroyable ça, elle a la forme d'un cœur, elle est carmin, mais comment ça se fait? Professeur, vous êtes médecin, la génétique, vous connaissez mieux que moi. Et donc, on lui a dédié ce qu'il a accepté. Donc, elle a été primée, je ne sais plus où. Quand on a obtenu le fruit, qu'on a obtenu le premier pied, là c'est le premier pied, pour le multiplier, on greffe. Donc on met sur un porte-greffe des greffons qu'on prélève sur les tiges que vous avez vu tout à l'heure, on prélève des yeux et on les insère là-dedans. C'est un sale boulot. Et en France, ils font venir beaucoup de gens de Serbie.
pour faire ce boulot, qui est un boulot très ingrat, vous voyez quand ils sont pliés, et ils font des centaines à l'heure, c'est fou. Moi quand je greffe, il me faut 10 minutes pour en faire une. Et après, ça vous fait des champs de roses, etc. Alors, je ne pense pas que je l'ai prise ici, celle-ci, mais vous avez à Saint-Féliu-d'Availle un pépiniériste vessière qui a une belle exploitation de roses. Donc celui qu'on a vu tout à l'heure dans son pot est devenu ça, là, le professeur Christian Cabrol est devenu ça. En détail, il a fait ça. Alors, là, quand on crée une rose, alors moi j'en ai créé une qui est vraiment diffusée, c'est celle-ci, c'est tout, mais on la baptise. Et donc elle a été baptisée à Courson, une grande fête portée au moins européenne. Et donc vous avez le professeur Cabrol, vous avez Andreev là, à l'extrême droite, notre ami Andreev, vous avez Anne de Panafieux à côté, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Anne de Panafieux à côté, un personnage politique assez célèbre à Paris à un certain moment, la Panaf on l'appelait. Moi je suis pas là parce que je suis arrivé après coup, j'étais retenu par des obligations professionnelles. Donc voilà, quand on est dans le monde de la rose, on s'intéresse à son histoire, on s'intéresse à diffuser son histoire, on participe à des baptêmes. Personnellement, je suis le parrain de 2 roses. C'est quand on baptise, il y a un parrain, il y a une marraine, on boit un coup, etc. On fait des choses comme il faut. Hein. Donc on fait des baptêmes, on fait également des concours. Là c'est un concours à Baden-Baden. On participe, Christiane et moi, on participe à une dizaine de jurys de concours, 4 en France et les autres en Espagne, en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Belgique. Pas oublier la Belgique est un grand pays de roses. Parmentier était un grand monsieur de la rose en Belgique. Et donc là, on passe, on a des fiches, il faut qu'on réponde à un certain nombre de critères. Et puis après ça, en classe, on attribue des prix, etc. C'est surtout un grand moment de convivialité du monde de la rose. Les obtenteurs, les hybrideurs rencontrent un petit peu un public de journalistes, de professionnels, etc. C'est des moments importants dans le monde de la rose. On participe à des concours. On fait des conférences aussi. Alors, celle-ci, je l'ai mise parce que j'étais vraiment bluffé. Elles sont sacrément mieux annoncées qu'à Brignoux. J'ai fait une conférence à Saint-Galmier au mois de mai, il y a 1 an ou 2. Et quand je suis arrivé à Saint-Galmier et que j'ai vu ce machin, je me suis dit c'est pas possible, je vais me présenter au présidentiel. On participe à des congrès internationaux, à des congrès nationaux ou internationaux. Là, vous voyez que la japonaise, elle sait rendre hommage aux roses. Non, c'est. Ouais, Christiane est sur le côté avec ses petites lunettes. Non, vous pouvez voir des photos, et puis bon, avec les Japonais, on peut parler anglais, même si on a du mal à les comprendre même quand ils parlent anglais. Où on rebaptise des roses. Alors celle-ci, je l'ai mise, mais si, je sais pourquoi je l'ai mise. La rose qu'on baptise, c'est une rose Bernard Mandeau. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis. Et Bernard Mandeau est un monsieur qui a été longtemps le responsable du Bagatelle, qu'on a vu tout à l'heure, qui est décédé un peu prématurément. Et il était président de l'association des amis de la roserie de la Île Rose, qu'on a vu tout à l'heure. J'ai pris sa suite et on avait décidé de lui dédier une rose. Donc, cette rose a été créée par la pépinière de notre ami Andreev. Et elle a été baptisée à la Île Rose, en présence de, c'est une responsable européenne, Mireille Stey, qui s'est mise tout en rose pour ces circonstances. Et elle sait manier la bêche. Hein, c'est pas de la, je connais son jardin au Luxembourg, je peux vous dire qu'elle sait manier la bêche. Et le monsieur qui est là, c'est Robert Gravreau,
qui est l'arrière-petit-fils de Jules Gravreau, dont je vous parlais tout à l'heure, le fondateur de l'Aïe des Roses. Et ce monsieur est très attaché au travail qu'a fait son arrière-grand-père. Donc on l'avait pris comme parrain, il a marraine, c'est là depuis au boulot. Moi on m'aperçoit dans le creux d'épaule là de... Il a des cheveux blancs. Pardon? Il a des cheveux blancs. Bah et toi, ils sont pas blancs les tiens? Ils sont plus blancs que les tiens. Quand on le voit, il était fun. Elle rapporte les fleurs, mais il y a le pot là-dedans, regarde. Moi, ça se fait qu'il y a le pot. Parce que pour le baptême, c'était plus simple de faire comme ça, mais après ça, les jardiniers l'ont sorti du pot, etc. Rien lui échappe. On était pressés d'aller boire un coup, donc il fallait le déraciner, etc. Je ne peux pas la tromper, tu plantes pas les deux pots. Alors, ceci dit, vous savez qu'il arrive des blagues de toutes sortes dans le monde de la rose. Un jour, des gens ont acheté une rose dans une pépinière, un rosier, pardon, dans une pépinière. Parce qu'on parle toujours de la rose, il ne faut jamais oublier que la rose n'est là que parce qu'il y a un rosier. Et que le rosier, il faut le créer, il faut le planter, il faut l'entretenir, etc. Et qu'il ne fera des roses que si on s'occupe du rosier. Le pommier vous fait des pommes que si on s'occupe du pommier. Et j'ai perdu le fil du coup de ce que je voulais dire à propos de... Pardon? Planter. Ah oui, le pot, voilà, c'est ça. Et un jour, quelqu'un revient dans la pépinière en disant « Mais je vous achète un rosier, mais il ne pousse pas. » Et ils sont aperçus qu'il avait acheté en racine nue. Donc ils pensaient que racine nue, c'était la racine qu'il fallait mettre en valeur. Donc ils avaient planté le rosier à l'envers. Il faut le faire, hein. Il faut tout pour faire un monde. Un autre grand boom dans le monde de la rose, le premier grand boom, le premier événement important, Joséphine de Beauharnais, 1867, la France. 1888, c'est Soleil d'Or. Soleil d'Or est très important. C'est un travail qui a été fait par un grand obtenteur lyonnais, Pernet-Duché, qui a passé 7 à 8 ans avant d'obtenir une rose stable. Son problème, c'était de pouvoir obtenir des rosiers jaunes qui gardent leur couleur de manière stable, ce qui était impossible jusqu'à présent. C'était très compliqué, la couleur jaune est difficile à manipuler. Et encore à l'heure actuelle, beaucoup de rosiers jaunes qui sont obtenus sont assez sensibles aux maladies. Donc la rose jaune est un peu compliquée à obtenir. Donc ça, c'est Soleil d'Or, qui a été obtenu, il a bossé une dizaine d'années. Bah oui, facilement, parce que c'est la 12e génération d'hybridation à partir d'un rosier... on va revenir en arrière. Sacrément en arrière. Voilà. À partir d'un rosier sauvage. Je ne vous dis pas d'où il vient, parce qu'il s'appelle Rosa persiana. Sa couleur jaune paraît évidente. Et il s'acharnait à faire ces hybridations. Et il utilisait celle-ci comme mère et d'autres comme père. Et puis un jour, il s'est dit, mais c'est marre, etc. Donc il a inversé. Il l'a utilisé comme père, et c'est parti, et Soleil d'Or est sorti. Et bon, 12 générations de travail, ce qui veut dire à peu près 12 ans de travail, quoi, minimum. Alors on s'en est suivi, après ça, quand même, beaucoup de belles roses. Bon, ça, c'est une Austin, je suppose que vous connaissez, vous avez entendu parler des roses anglaises. C'est un monsieur, un contemporain qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais Austin, qui a utilisé le patrimoine des roses anciennes pour faire de la rose contemporaine, qui est remontante, durable, etc., un petit peu faible en végétation, mais vraiment des valeurs. Et ça, c'est une de ces belles obtentions, la Golden Célébration. On ne peut pas, une vraie célébration du Golden. Une jolie chose, il y en a plein d'autres jaunes qu'il a obtenus qui sont tout à fait belles. Le monsieur Pernet-Duché, dont je vous parlais à l'instant, a fait cette rose aussi qui s'appelle Caroline Testou, c'est pas madame, c'est Caroline Testou. C'est un rosier absolument fabuleux, on dirait une turbine de réacteur.
Et c'est un rosier qui a eu un succès fou à l'époque où il l'a créé. C'est 1800, je ne sais plus combien, mais c'est peu après, Soleil d'Or. On est à la fin du 19e, et pour des raisons que je ne m'explique pas, mais qui sont peut-être explicables, la ville de Portland, aux États-Unis, lui en a commandé des milliers et des milliers. La seule plante qui, à cette époque, était plantée, décorait la ville de Portland, c'était Caroline Testou. En buisson, en grimpant, etc. Il y en avait des milliers. Il y en a aujourd'hui plus qu'une. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Sauf que, à Portland, on dit toujours que c'est le pays de la rose Caroline Testou. Et tout ça pour dire aussi qu'à l'époque, la floriculture, la roséiculture française était vraiment très 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 riche, très productive, etc. Et allait inonder, y compris les États-Unis. C'est le commerce, c'est pas le Mercosur. Mrs. A. Renoir, toujours Pernay-Duché. C'est des couleurs chamois. Ouais, en vrai, elle est un peu plus, bon, c'est vrai qu'il est l'écran. Elle est un peu plus chamoisée que ça. C'est une grande délicatesse, un joli parfum. Hop. Je peux pas la louper celle-ci parce que quand même, elle porte un nom Étoile de Hollande. C'est un obtenteur hollandais. Alors là, on a un parfum typique de la rose rouge. C'est un parfum profond, épicé. Mais c'est un rosier dont la végétation, bon, demande un petit peu d'indulgence. Mais la rose, quand vous faites un bouquet avec ça, vous réussissez votre coup à chaque fois. Mrs. John Legge, peu importe, mais on reviendra dessus, parce que il y a des roses qui se sont sélectionnées pour devenir de la rose propre à être vendue en fleurs à couper, pour faire des bouquets. On va parler un peu de la fleur à couper dans un instant. La suivante, je la mets absolument parce que c'est aussi une étape, oui, elle représente quoi. Elle est à l'origine, historiquement, ou par le nom, d'une marque importante dans l'histoire. C'est Francis Dubreuil. Et Francis Dubreuil est l'arrière-grand-père d'Alain Meillan, qui est le patron actuel de l'entreprise Meillan, qui est une des plus grandes entreprises d'obtention de roses au monde. En France, c'est le numéro 1, mais il est derrière les Allemands. Les Allemands envahissent le marché avec Cordes et Tantaro, qui font de belles roses. Tout à l'heure, j'avais envie de vous dire, c'est le moment d'acheter Fée des Neiges. Fée des Neiges est un rosier blanc de Cordes qui est vraiment un rosier qui. Alors Francis Dubreuil, pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est l'arrière-grand-père d'Alain Meillan, et le père d'Alain Meillan, Francis Meillan, a créé Madame Antoine Meillan, qui est un rosier qui a marqué l'histoire. D'une part parce que c'est un rosier qui a eu un succès fou, plus que Caroline Testou, mais à un moment ça se fritait tous les deux. Ça, on est en 1935, là, donc on est une trentaine d'années après Madame Caroline Testou. Madame Antoine Meillan, pourquoi elle est remarquable? D'abord, c'est une belle rose, et puis, toujours le même, et elle a été, je crois que un des derniers voyages, une des dernières expéditions de roses de Meillan aux États-Unis comportait ce rosier. Il a été planté juste avant la Seconde Guerre mondiale chez son destinataire, et elle a beaucoup plu au destinataire, et à la Convention de San Francisco en 1945, qui est la convention qui a créé l'ONU, elle a été distribuée à tous les participants à cette convention qui a créé l'ONU, et les Américains l'ont baptisée Peace, évidemment. Et aux États-Unis, elle s'appelle toujours Peace. En France, on a gardé son nom de Madame Antoine Meillan, parce que c'est la référence aussi à la famille Meillan. Elle est belle de jour, elle est belle de nuit, elle est belle en massif. C'est un rosier vraiment classique que quand on veut collectionner un petit peu les roses, il faut l'avoir.
elle est moins facile à trouver parce qu'elle est moins diffusée qu'elle ne l'a été. On revient un petit peu dans la filière, dans la ligne que j'évoquais tout à l'heure avec ce rosier Mrs. John Legge, ces roses qui se prêtaient à la fleur à couper. Là, c'en est une qui s'appelle Souvenir du Dr Jamin, bon, peu importe, mais bon, peu importe le nom, mais elle a une jolie couleur. Sa suivante, Madame Ulrich Brunner, non pas Madame, c'est Ulrich Brunner tout court. C'est beaucoup prêté encore plus parce que des tiges bien rectilignes, un seul bouton, etc. Donc intéressant pour la fleur en vase et donc la fleur à couper. Et dans un pays que certains doivent connaître par ici, qui s'appelle Grisi-Suin, qui était un pays de vignobles, a eu son vignoble complètement dévasté par les phylloxéra, et ils se sont demandé que faire. Ils ont changé leur fusil d'épaule et sont mis à la culture de la rose. Et quand on regarde les choses un petit peu près, culture de la vigne et culture de la rose, il y a des choses assez parallèles, assez semblables, en termes de taille, en termes de traitement à l'époque où on traitait, etc. Et donc ils ont complètement transformé le vignoble en culture de rose pour de la rose à couper. Et donc on voit là, à Grisi-Suin, un atelier de préparation des expéditions. Et Grisi-Suin est sur le trajet d'un train qu'on appelait le train des roses, qui, à l'époque de la production, emmenait au Halles des wagons complets de roses. J'imagine que ça devait sentir bon là-dedans. Cette activité a été abandonnée après la concurrence, le coût d'énergie, etc. déjà. Et la concurrence surtout hollandaise à l'époque. On va parler d'une autre concurrence maintenant. Donc là, Grisi-Suin, c'est un petit pays qui est pas loin d'un autre pays qui s'appelle Brie-Contrebert. Et là, vous avez un rosier qui s'appelle Souvenir de l'exposition de Brie-Contrebert. C'est une exposition très célèbre. Mais il y a, je crois, à Brie-Contrebert, tous les ans, une fête de la rose, une célébration assez importante de la rose. Un autre petit pays à côté, là, qui s'appelle Coubert, et donc ce rosier Blanc-Double de Coubert, c'est pareil, ça faut le cultiver. C'est un rosier sans souci, qui fleurit, refleurit, qui est parfumé. Alors pour le tailler, il faut prendre des gants de motard, une tenue, etc. Parce qu'il est assez agressif. Mais c'est vraiment une très 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 jolie chose. Tu vois pas mon verre. Alors la suivante, là, on va rentrer dans le passage le moins rigolo, mais je crois qu'il faut quand même l'évoquer. Les roses à couper, les fleurs à couper, dans un premier temps, étaient issues de roses assez classiques qu'on obtenait, surtout avec l'intention d'obtenir une nouvelle rose, une nouvelle rosier. Et tout d'un coup, on s'apercevait qu'elle pourrait servir à faire de rose à couper. Mais depuis, c'est une activité qui a complètement changé. Ça, c'est une des roses à couper les plus célèbres, la plus vendue. Elle s'appelle Avalanche, comme sa couleur l'indique. Et elle mérite ce qualificatif un peu agressif. Pourquoi agressif? Parce que vous allez voir comment c'est cultivé. Si la personne qui est au Kenya et a des gants, c'est parce qu'on est bourré de pesticides, etc. Il faut savoir que donc, maintenant la rose à couper, la fleur à couper, est cultivée au Kenya, en Équateur essentiellement. C'est 200 kg de pesticides à l'hectare, c'est-à-dire 75 fois plus que l'agriculture conventionnelle. C'est un bouquet de roses, de fleurs à couper qui vient de là-bas. C'est l'équivalent en CO2 d'un Paris-Londres en avion. Parce que serre, frigo, ça voyage en avion réfrigéré. Ça arrive en Hollande, qui est le grand marché aux fleurs, etc. De Hollande, ça vient en France, etc.
Donc 85% des 600 millions de roses coupées qui sont vendues en France viennent de ces pays. Il y a un petit pourcentage qui vient de France, il faut le repérer. Il faut savoir exiger auprès des fleuristes, et j'ai discuté avec la dame de Banyuls il n'y a pas longtemps, et très sensible à ce sujet. Et il y a un label qui s'appelle Fleurs de France, qui vous permet d'être sûr que c'est de la rose qui a été cultivée en France, et dans des conditions beaucoup moins agressives que celles que je viens d'évoquer. Bon, ceci dit, on est bien d'accord que ça fait de belles roses. Un bouquet parmi d'autres de ces roses à couper. En voilà une. Celle-ci, bah, elle est marrante. Je suis en train de comprendre pourquoi je l'ai mise là. Elle s'appelle Faradiba. Et elle est une belle rose. On l'a cultivée, c'est une rose de Delbar, on l'a cultivée dans un jardin là, dans le Lot, et je la trouvais flébarde et tout. Bon, une belle fleur, mais bon, le rosier pas terrible, etc. Et j'en parle au fils de l'autenteur, à qui Delbar un coup, il dit bah oui, mais on s'en est aperçu, donc en fait, on l'utilise en fleur à couper. Et donc c'est vrai qu'en fleur à couper, elle doit pas être mal. On va aborder la question du parfum. Le parfum de la rose, alors on l'a dit tout à l'heure, il est très présent dans les roses anciennes, il est assez présent, même pas mal présent dans les roses de Chine. Pour autant, il n'est jamais autant présent que dans cette rose qui s'appelle Centifolia, certains la connaissent bien. La parfumerie, je dis bien la parfumerie, pas la cosmétique, parce qu'il y a deux utilisations du parfum de la rose, en parfumerie et en cosmétique. En parfumerie haut de gamme, c'est Centifolia qui est utilisé. C'est une rose à l'origine génétique un peu complexe, on ne l'a jamais bien comprise. Est-ce que c'est une sauvage, pas une sauvage, etc. C'est une espèce d'hybride, mais d'hybride de quoi, on ne sait pas trop. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'elle est très parfumée, un parfum très délicat, qui exprime la composante essentielle du parfum de la rose, qui est l'alcool phényléthylique. Elle est cultivée en France, mais maintenant très peu, pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais au début du dernier siècle, pardon, il y en avait 5000 hectares de cultivés en France, maintenant il en reste 40 hectares. Ça produit 1 tonne de pétales à l'hectare. Ça ne fleurit que pendant la période de récolte qui dure 1 mois et demi maximum. Et il faut à peu près 3 tonnes de pétales pour obtenir 1 kg d'huile de rose qui va permettre de l'utiliser ensuite après distillation. Alors, on a dit tout à l'heure, et Christiane disait que pour elle, la rose la plus parfumée, c'était The McCartney Rose. Celle que les communicants disent la plus parfumée, c'est Papameyang. Alors c'est vrai que Papameyang a un parfum puissant. Il a été déclaré comme portant le meilleur parfum par une étude universitaire spécialisée dans le parfum de la rose, les universitaires de Saint-Étienne, Sidi Bodino et Jean-Pierre Cassard, sauf que l'étude a été financée à 60% par l'entreprise Meillan. Donc voilà, c'est tout. Mais bon, il ne faut pas dénigrer son parfum, il est réel. Une que je trouve au moins aussi parfumée et aussi élégante, c'est Grand 8. Grand 8 que certains connaissent, que certaines connaissent. C'est une obtention d'un ami breton qui s'appelle Adam. Et il avait pour ami, notre ami aussi, Ève. Et donc on avait souvent le plaisir d'être avec Adam et Ève autour de roses et dans des tenues tout à fait comme maintenant. Voilà. Et c'est une rose qui a obtenu de très nombreuses récompenses à propos de son parfum. Alors celle-ci, on sait que c'est une
une espèce, c'est-à-dire c'est vraiment une rose sauvage, c'est la rose de Damas. Damas, je ne sais pas d'où elle vient. J'ai mis ça, c'est simplement pour faire un clin d'œil à un bouquin qui est l'herbier de Bessler, qui est un herbier absolument fabuleux du XVIe siècle. Et à une certaine époque, il y a des exemplaires qui ont été colorisés. Et j'ai à un moment été trésorier d'une société qui s'appelle la Société nationale d'horticulture de France, et j'ai eu le plaisir de payer une facture de restauration de cet herbier que la bibliothèque de la société possède. Une rose qui sert en cosmétique. La rose de Damas, alors vous savez qu'elle est cultivée en France, mais elle est cultivée au Maroc, elle est cultivée en Bulgarie, beaucoup en Bulgarie, en Iran. L'Iran est un grand pays du parfum aussi. Et ça, je l'ai mise parce que c'est une rose qui a eu un succès fou dans le domaine de la cosmétique. C'est Jardin de Granville, qui est une rose contemporaine, qui est une obtention de la pépinière de notre ami, ses successeurs Andreev, et qui sert à Dior comme composant d'une ligne de cosmétiques qui s'appelle Prestige. Et donc là, la petite crème anti-rides de la gamme Prestige, quand vous calculez le prix au litre, ça fait 7 000 € le litre. Donc ça vaut le coup de cultiver la rose. Elle a été baptisée, alors, il y a le staff technique de Dior qui est là, et vous avez Andreev au milieu, Guy Delbar là, sur le côté, et une romancière, surtout des romans policiers de la série noire, et qui sont au baptême. Un petit clin d'œil au baptême. Elle a été primée au Oscar, au César. Ah d'accord. Non, c'est pas elle. Non. Mais elle a eu un prix du roman policier ou je ne sais plus quoi, voilà. Ouais. Ça sert aussi en gastronomie. Bon, l'eau de rose, etc. Les loukoums, vous connaissez et tout. Et ça, c'est le Ispahan, le fameux Ispahan de Pierre Hermé, qui est une vraie saloperie. Christophe sera d'accord pour dire, c'est tout juste bon à prendre en photo, quoi. Voilà, c'est ça. Et à partager à pas trop nombreux, hein, pour en avoir quand même. Voilà. Un petit tour vers la couleur aussi. Ça, c'est une rose assez singulière qui s'appelle Viridiflora, évidemment, une fleur verte. C'est une rareté. La rose, au début, je le disais, tous les pétales sont verts, c'est-à-dire qu'ils sont pleins de chlorophylle. Et à un moment donné de l'évolution, la chlorophylle disparaît au profit des carotinéides, et des phényles, je ne sais pas quoi, il y a les anthocyanes dedans. Et les carottes machin donnent le jaune, orangé, et les anthocyanes donnent le rouge. Et donc, pour illustrer, alors on maîtrise un petit peu, le génie génétique que j'évoquais tout à l'heure, maîtrise un petit peu la fabrication de la couleur, pas trop, maîtrise un peu la fabrication peut-être un peu mieux du parfum, sauf que le matériel génétique qui permet l'explosion du parfum tue les gènes qui permettent la résistance aux maladies. Et comme aujourd'hui les obtenteurs sont très dirigés sur la résistance aux maladies, parce que la loi Labbé qui interdit l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse, etc., donc sont très centrés sur la résistance aux maladies, et donc ce qui contrarie l'expression du parfum. Donc c'est un petit peu compliqué. Dans la couleur, on maîtrise un petit peu les choses, pas tant que ça. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, la rose bleue, elle est impossible. Car il n'y a pas l'enzyme qui s'appelle la delphinidide, delphinium, le dauphin bleu. Donc le vrai bleu n'est pas possible à obtenir. Des Japonais et des Australiens, ensemble, en ont obtenu une par des manipulations génétiques. C'est-à-dire qu'on avait affaire à des OGM et tout. Et elle a vécu même pas un an, pas tenu le coup, et donc le projet a été abandonné.
Puis bon, pourquoi avoir une rose bleue? Il y a suffisamment de couleurs, il y a suffisamment de quoi se faire plaisir avec toutes les couleurs. On veut toujours ce qu'il n'y a pas ou ce qui est impossible. C'est humain ou féminin, des fois je dis. C'est vilain. Non, c'est pour réveiller le public, ça. Mais on ne dort pas, justement. Voilà, alors quand on parle de couleurs, d'expression de couleurs, on a le jaune et le rouge et tout. Alors c'est une rose qui porte un nom absolument fabuleux. J'avoue que si j'en avais une sous la main, je la boirais facilement. Elle s'appelle Cronenbourg. C'est une rose de Mélan. La rose noire n'existe pas sauf dans les romans de Cap et d'Épée. Voilà, c'est ça, voilà. Bon, quelques petites photos comme ça pour faire voir comment ça peut s'exprimer. On a vu le buisson, on a vu des fleurs et tout. Là, voilà un rosier grimpant qui s'appelle New Dawn. Donc, on peut le laisser filer, ça vous fait. C'est des murs de roses. Un rosier liane, ça c'est quelque part en Angleterre. Mais bon, j'aurais pu en faire voir à Bagatelle aussi. Ça grimpe à 10-15 mètres sans problème. Vous n'avez rien à faire, vous le laissez faire. Sauf qu'il faut être sûr qu'on va pouvoir supporter ça, qu'on n'aura pas de problème avec le voisin, etc. Voilà, on la trouve dans les vieilles propriétés. On trouve des vieux rosiers, etc. Celle-ci, il y a un blush noisette, un très très vieux rosier. Il s'appelle Noisette parce que son obtenteur était un monsieur Noisette qui était directeur du jardin de je ne sais plus où en Louisiane et qui l'a envoyé à son frère qui était directeur du jardin de Luxembourg. Donc on l'a appelé, on a mis Noisette dans le nom et depuis il y a des descendants, on n'appelle plus Noisette. Le suivant c'est pareil, c'est dans une vieille maison là, dans notre pays, notre village là, dans le Loiret. Il est intéressant d'en parler, Ghislaine de Filigonde, c'est une obtention d'un Orléanais, Turbat. Pour dire que la rose était vraiment très importante au XIXe siècle, Turbat, son obtenteur, était sénateur-maire d'Orléans, donc pas tout à fait n'importe qui. Et Ghislaine de Filigonde a été obtenue pendant la 1915 ou 1916, et elle a été remarquée au concours de Bagatelle, qui continue à se maintenir. Et on appelle M. Turbat pour dire, votre rose, voilà, mais comment vous l'appelez? Je l'appelle XZ 6252, parce que bon, il y avait comme ça des codes pour noter leur semis et tout. Et il dit, on va l'appeler Ghislaine de Filigonde. C'est une infirmière qui s'était distinguée sur le front en secourant des soldats blessés, etc. Et il se trouve que les hasards de la vie fait qu'on a rencontré à plusieurs reprises des descendants de la famille qui l'ont dans leur propriété. On en trouve aussi beaucoup dans les cimetières, des roses anciennes. Celle-ci, elle s'appelle Souvenir de la Malmaison, tiens, un petit clin d'œil à Joséphine. Alors celle-ci, je l'avais mise pour faire un clin d'œil à Michel, mais qui a dû avoir peur de la neige, parce que c'est Ingrid Bergman. Alors quand, avec Michel, l'allemand, on parle de rose, il parle d'Ingrid Bergman, parce que c'est, si j'ai compris, la seule qui est dans son jardin. Il l'aime beaucoup. Ah. Ah non, non, c'est pas ça. Voilà, bon, on était sur une Bergman. Là, bon, c'est un rosier qui pousse sur les murs comme on veut, etc. Celui-ci, j'ai mis pour faire un clin d'œil aussi à notre ami Thierry Valls, qui était un grand randonneur. Dans la maison de sa maman, il y avait ce rosier qui s'appelle Albéric Barbier. Et comme il savait qu'on aimait les roses, un jour il a donné à Christiane une bouture de ce rosier, Albéric Barbier, qu'on a fait pousser et multiplier dans notre jardin dans le Loiret. Et il nous couvre tout un mur. Une floraison absolument abondante, un parfum fabuleux, et il était tout fier, et sa fille, à l'occasion de ses obsèques, m'avait demandé de lui faire une bouture du rosier, bouturé, celui de sa maman, etc.
Alors, une petite blague là, de la nature, là, ce qu'on appelle une surfloraison. Il va sortir de là une nouvelle fleur, un étage au-dessus. Et parfois ça va jusqu'à 3, on appelle ça une surfloraison. Alors, du coup, il y a certains hybrideurs qui essayent de domestiquer ça en se disant, tiens, en rose à couper, c'est pas bête, ça peut être rigolo dans un bouquet, d'avoir des roses comme ça, comme la rose verte que qu'on a vu tout à l'heure, la viridiflora, est très utilisée en art floral. Et, dernière étape, une rando un peu longue, le dénivelé n'est pas énorme, on va finir par un tour par la Catalogne. Et pour ouvrir le chapitre catalan, la Saint-Jordi, le 23 avril, qui est le jour où, depuis plusieurs siècles, c'est simplement depuis le 19e qu'on échange rose et livres. Là, c'est à Barcelone, sur la Rambla, la rose et la fleur qu'on s'échange. On dit que la rose en question de la Saint-Jordi est née du sang du dragon. Un autre, là on entre un petit peu dans les PO ont eu un grand personnage parmi le monde de la rose qui était le docteur. Oups, je sais ce qui s'est passé. Voilà. Le docteur Simon Pons, qui était un médecin lit sur tête, qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'Herbarium Rosarium, où il décrit un paquet de variétés de roses qu'il a herborisées dans la région. Et il a partagé son travail avec un abbé qui s'appelait l'abbé Coste, Hippolyte Coste. Et il a fait un travail fou sur le sujet. Et le problème, c'est que ces planches, les planches de cet herbier, moi j'ai les textes, mais les planches de cet herbier sont aux États-Unis. Pour dire qu'à l'époque, au 19e, parce qu'on est en 1895, quelque chose comme ça, quand il fait ce bouquin. Peut-être que la date est dessus, voilà. Donc voilà une description, donc 800 de 50 à 80 cm, à tige dressée, fortement aiguillonnée, à rameaux florifères recouverts d'asticules rudes, etc., plus petite que celle du rosier ovale arrondi. C'est des descriptions absolument incroyables, et avec sa signature, Dr Pons. Il y a à Y-sur-Tête une place, une rue, Simon Pons et tout. Et voilà un exercice d'herborisation. Alors là, c'est pas Pons, c'est Crépin. Crépin qui était le grand botaniste des roses au 19e, fin 19e, François Crépin, qui a rassemblé un herbier de 40 000 planches, qu'on peut voir dans un petit pays en Belgique. Et il correspondait, son livre est préfacé par ce Crépin. Donc j'ai trouvé cette photo, et dans cet herbier de Crépin, on trouve Rosa rucinonensis, qui est d'ailleurs rose du Roussillon. Coste, non, c'est pas Coste, c'est Pons. Pons en donne une description. Bon, je ne vais pas la donner parce que c'est extrêmement, c'est tellement détaillé, puis le vocabulaire est un vocabulaire très spécifique. Mais un jour, en 93, Pons a fait une conférence à Montpellier, à la Société botanique de France, sur les roses des Pyrénées-Orientales. Et il commence sa conférence par un petit mot que je l'ai écrit pour pas le perdre de vue. Il est hyper sympathique pour les gens qui ont bossé sur le sujet. Voilà, mai 93. Les roses des PO ont déjà fait l'objet de travaux fort intéressants, mais qui ne nous semblent pas frapper au coin de la bonne observation. Bing. Bon, donc là, la rose du Roussillon. Alors, c'est assez marrant et je pense que je vais faire des recherches parce que il semble, manifestement, elle a un gros rapport avec Saint-Père-Virins, qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des petites différences, mais qui sont vraiment de l'ordre de la nuance. Elle a été
dit la littérature spécialisée disparue, et c'est un monsieur de Perpignan qui l'a retrouvé et qui l'a dans son jardin depuis 90. Ponce dit qu'on la trouve près de la gare de Perpignan, on l'a trouvé près de la gare de Perpignan sur la route de Perpignan à Toulouse. Je suppose que la route en question a dû changer, donc il y a dû y avoir de nombreux travaux de terrassement depuis, etc. Pour revenir à la Catalogne, un autre clin d'œil ici, chez nous, à Perpignan, pas à Perpignan, à Banous, pardon. On a passé Argelès, c'est de la folie. Vous avez la Salette là derrière, c'est le fameux Banks. Alors, il n'est pas originaire d'ici, sauf qu'il est très bien implanté ici, et y compris, on le trouve un peu partout. Et à Perpignan, je ne sais plus quel ce chemin là qu'on fait le long du canal là, qui a alimenté Perpignan en eau les siècles derniers, on en trouve des sujets absolument fabuleux. Ça, c'est en montant au Puy de Gelmas, une maison sur la gauche. Voilà. C'est le même rosier qui décline toutes ses couleurs. Alors, vous pouvez me demander son nom, mais je vous dirais, je ne sais pas. Vous pouvez être capable de l'identifier pour l'instant, pas spécialement forcer les choses. Il faudrait éventuellement interroger les gens, savoir de qui ils le tiennent, quand est-ce qu'ils l'ont eu. Ça, c'est un rosier qui est vers la cave Bertha. Un rosier très joli. Je ne sais pas si vous voyez toutes les nuances de couleurs qu'il a. Très florifère. C'est probablement un rosier de la famille de Ghislaine de Filigonde, ce monsieur Turbat, etc. Et bon, pas qu'il y ait plus loin. Là, même quand on randonne, on trouve des rosiers sur les casottes. On ne peut pas dire qu'ils soient en pleine forme. Hein, voilà. Celui-là, j'ai été obligé de le mettre parce que c'est une obtention d'un français, mais il s'appelle Catalunya. Donc voilà. On peut encore le trouver. Là, j'évoque rapidement, il n'y a pas d'obtenteur dans la région, dans la grande région sud, Montpellier, tout ça, etc. À Toulouse, au 19e siècle, il y avait quelqu'un dénommé Brassac, mais il n'y a personne. Par contre, en Catalogne sud, Père Dot, à Saint-Féliu de Llobregat,